Il y a 2 semaines, après les résultats des élections européennes le 9 juin 2024, Emmanuel Macron, président de la République française, annonce la dissolution de l'Assemblée nationale, amenant les citoyennes et citoyens français à voter de nouveau pour élire des députés. Le Rassemblement national ayant fait plus de 30% aux élections européennes, de nombreuses personnes ont commencé à militer intensément au lendemain de la dissolution. De nombreuses manifestations ont eu lieu au Havre et c'est là où nous avons rencontré Someya, fille d'un ancien représentant du Front National au Havre qui a voulu témoigner de son enfance chez un partisan et militant actif de l'extrême droite pour raconter ce qu'il se passe réellement de l'intérieur. C'est un témoignage rare et précieux et nous vous invitons à l'écouter avec toute l'attention dont vous disposez. Alors, je m'appelle Someya, j'ai 54 ans, j'ai 2 enfants, j'ai des petits-enfants aussi. Et je suis la fille d'André Fouché. Pas Philippe Fouché Science Fest, mais André Fouché qui était responsable de la permanence du Front National au Havre qui se trouvait au 15 rue des Drapiers à l'époque. Alors, pendant ma petite enfance, je peux pas dire que je me sois rendu compte de quelque chose. Non, effectivement, je me rendais pas compte des choses. C'est à l'adolescence, c'est le début du collège où là, effectivement, en histoire, on aborde des sujets comme les premières et deuxièmes guerres mondiales, etc., le pétainisme et d'autres choses, et la Shoah. Et je revenais souvent de l'école en questionnant mon père et mon grand-père, parce que ça détonnait avec le discours que j'entendais à la maison. Donc, je précise parce que je trouve que c'est important de le préciser. Voilà, mon grand-père, je le saurai bien plus tard après, a été emprisonné un petit peu après la guerre pour intelligence avec l'ennemi. Donc, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire le terme intelligence avec l'ennemi, mais moi, dans ma tête, c'est tout simplement de la collaboration. Et c'est inaudible à mes oreilles, en tout cas. Et je l'ai très très mal vécu. Pour en revenir donc à l'adolescence et au collège, voilà, j'interrogeais beaucoup mon grand-père et mon père, qui eux avaient toujours ce discours de haine contre les Juifs, ce discours, c'était presque c'est très très laid de dire ça, mais c'était presque de l'adoration d'Hitler, Pétain, c'était quelqu'un de bien, selon eux. Et voilà, donc je ne comprenais pas. J'étais encore dans une phase où je ne comprenais pas. Et mon père s'est donc mis à militer de plus en plus, puisqu'il a commencé à se présenter aux élections locales, tout ce qui est les départementales, C'était en quelle année ça ? Alors, on parle des années... on parle des années Front National, 83 jusqu'à 88. Voilà, il se présentait systématiquement à toutes les élections de sa circonscription. Et il avait des mains disponibles puisqu'il nous emmenait, ma demi-sœur, mon frère et moi, encoller les murs de Bolbec et des alentours pour y poser des affiches du Front National. J'ai eu droit aussi à
depuis l'enfance, ça à tous les meetings de Jean-Marie Le Pen et à ce débordement de haine, je m'en apercevrai plus tard, hein, bien sûr. Pour moi, c'était quelque chose de normal. J'étais trop petite pour réaliser ce déferlement de haine contre l'étranger. Ces bras levés, ces drapeaux avec une fameuse croix. Et donc oui, je trouvais ça normal parce que j'avais toujours vécu dedans. Alors, il faut savoir que j'ai vécu toute mon enfance, toute mon adolescence dans un milieu où il y avait des bibliothèques remplies de livres. Alors, c'était pas du Victor Hugo ou du Voltaire, hein. On n'avait que des livres néo-nazis, Mein Kampf, etc. Des livres vraiment odieux. J'en ai ouvert quelques-uns. C'était très, très compliqué. Et mon grand-père aussi avait un grand attachement à un artiste, disait-il, nommé Hitler, qui peignait des peintures et il n'avait que des peintures. Les cadres chez mon grand-père n'étaient que des peintures d'Hitler, qu'Hitler avait peint. Donc j'ai vraiment vécu dans un environnement néo-nazi. Tout simplement. Je pense que mon esprit, non pas de contradiction, mais mon esprit critique, il est arrivé vers 14-15 ans, où déjà j'étais finalement très mauvaise élève parce que on me donnait des informations, on me donnait des livres d'histoire où je lisais des choses et mon père et mon grand-père me disaient mais non, c'est faux, ça n'a pas existé, ça n'existe pas, ce qu'on te dit c'est la vérité. Donc, au brevet des collèges, c'est vrai que je me posais beaucoup de questions. J'ai un cerveau qui travaille énormément. Et au brevet des collèges, en histoire, je suis tombée sur... alors, je ne me rappelle plus de l'intitulé, hein, mais en tout cas, je me rappelle que c'était sur le maréchal Pétain. Et alors là, que faire ? Mettre ce qu'il y avait dans les livres d'école ou mettre ce que mon père et mon grand-père me disaient qui était vrai. J'ai pris le parti de ne mettre ni ce qu'il y avait dans les livres d'école, ni ce que mon père et mon grand-père me disaient. J'ai pris le parti de dire exactement le contraire de ce que mon père et mon grand-père me disaient. J'ai eu 17. J'en suis assez fière. Et puis en français, je sais pas, c'était peut-être l'année qui valait ça. J'étais tombée aussi sur ce qu'il fallait penser du mariage mixte. Et là, instantanément, c'est mon cœur qui a parlé et j'ai mis que c'était plutôt bien. Donc ça permettait de s'ouvrir aux autres, que ça permettait de découvrir d'autres choses, d'autres cultures. Voilà. Là aussi, j'ai eu une très bonne note. Et autant vous dire que quand je suis rentrée chez moi, le jour où j'ai passé le brevet, j'étais pas très fière parce que j'ai dit à mon père, je pense pas que je vais avoir mon brevet. Bien sûr, je l'ai eu. Et là, j'ai vraiment commencé à réfléchir de moi-même. Et à me dire, il est où le problème ? Il est où le problème avec les étrangers ? Il est où le problème avec les juifs ? Il est où le problème avec les arabes ?
il est où le problème avec les Africains? Alors qu'on colonise l'Afrique, il est où ce problème? Et donc j'ai commencé à me documenter avec d'autres livres que ceux qu'il y avait à la maison. À l'époque, on n'avait pas Internet. Et j'ai commencé à me documenter et je me suis aperçue, je suis une personne hypersensible en plus, et je me suis aperçue que vraiment, les Juifs avaient vécu une horreur innommable et que finalement les étrangers, les Maghrébins, les Africains, enfin tout ce qui ne ressemblait pas à ce qu'on appelle la race aryenne, posait problème dans ma famille. Et il a fallu qu'un jour je rencontre la personne qui deviendra le père de mes enfants. C'était un Algérien. Quand j'ai annoncé à mon père que j'avais rencontré quelqu'un et qu'il était algérien, mon père s'est d'abord levé, a téléphoné à son père pour lui demander ce qu'il fallait qu'il fasse. Donc j'ai eu le droit à un petit interrogatoire. Est-ce qu'il a la nationalité française? Non. Est-ce qu'il a fait l'armée en France? Non. Est-ce que... je ne me rappelle plus quelle était l'autre question. Je sais qu'il y en avait 3. Bon, ça me reviendra peut-être. Enfin, je répondais dans la négative à toutes leurs questions. Donc, il a rappelé mon grand-père pour lui répéter ce que je lui avais dit. Et mon grand-père a donné des instructions. Ça a marché comme ça à la maison. Hein. Je qualifie mon père de quelqu'un de très lâche parce que finalement, c'est pas lui qui prenait les décisions, c'était son père. Et donc, mon grand-père a demandé à mon père d'appeler le médecin de famille qui avait les mêmes idées qu'eux. Et on m'a fait hospitaliser en hôpital psychiatrique. Parce que je voulais me mettre en couple avec un Algérien. Le médecin est donc venu, il m'a ausculté, il m'a dit voilà, ton père me dit que tu ne vas pas bien. Je lui dis si, je vais très bien. Il me dit que tu as des idées suicidaires, des idées noires. Non, je n'ai absolument pas d'idées noires. Mais il m'envoie quand même en hôpital psychiatrique. Qu'est-ce qui t'a poussé à aller en parler à ton père? Parce que je suis quelqu'un de très franc et que je savais que de toute façon, la nationalité de mon conjoint, de mon petit ami à l'époque, allait poser problème. Donc, je voulais pas qu'il l'apprenne par quelqu'un d'autre. Donc j'ai été hospitalisée, je suis arrivée au service psychiatrique à Flaubert et le lendemain j'ai rencontré le psychiatre et on a eu un entretien et je lui ai expliqué ce qui s'était passé et il m'a dit écoutez mademoiselle, non vous n'êtes pas suicidaire, vous n'êtes pas dépressive, vous allez très bien, vous êtes juste amoureuse. Ce qui en soi est plutôt une bonne chose. Donc il m'a dit, je vais quand même vous hospitaliser 15 jours pour vous éloigner un petit peu de tout ce milieu toxique et je vais interdire à votre famille de venir. Donc voilà, je suis hospitalisée pendant 15 jours, je ne vois pas ma famille
Et au bout des 15 jours, mon père vient me chercher. Et pas un mot dans la voiture. On habitait Gaucher-le-Valas. Pas un mot dans la voiture. Juste quand je sors de la voiture, il va me dire tu t'installes dans mon bureau, j'arrive. C'était comme ça. On avait des convocations à l'époque. Donc je m'installe dans le bureau et je vois une petite pile de papier. J'attends. Et mon père arrive et il me regarde et il me dit il va falloir faire un choix. Et pendant ces 15 jours d'hospitalisation, j'avais bien mûri ma décision, j'avais bien mûri les choses. Et il me dit il va falloir faire un choix. C'est lui ou nous? Je lui ai répondu, c'est lui. Je ne savais pas ce qu'allait être notre relation, on n'était qu'en début de relation. Tu avais quel âge? J'avais 19 ans. Mais en tout cas, à partir du moment où il m'a mis cet ultimatum sur la tête, j'avais une épée de Damoclès sur la tête, j'ai dit c'est lui. Il me dit attends, avant de me dire c'est lui, je vais te proposer quelque chose. Tu veux rester avec lui? D'accord. Mais à ce moment-là, je veux bien que tu restes ici à la maison, mais nous n'aurons plus de rapport de père à fille, mais de propriétaire à locataire. Je lui ai dit, bien sûr, donc, si je suis ta locataire, tu pourras me donner une quittance de loyer pour que je puisse toucher l'APL ou voilà, j'étais pas bien riche à l'époque et donc comme on me mettait plus ou moins dehors, voilà. Je voulais qu'il sache aussi que j'avais vraiment mûri ma réflexion, que j'étais vraiment décidée d'aller dans le sens où je voulais aller, que je voulais plus être dépendante ou que je voulais plus rien avoir à faire effectivement avec le Front National et ses sbires, que ça y est, c'était fini. Donc oui, ce fameux papier de propriétaire à locataire, donc je lui demande une quittance de loyer, ce qu'il refuse bien entendu. Donc je fais de toute façon, t'es bien conscient qu'une relation comme ça, c'est pas viable au quotidien. Donc de toute façon, je choisis de partir. Il me dit très bien. Puisque tu choisis de partir, voilà ta carte grise, tu me la barres et tu marques cédé à monsieur André Fouché et tu signes. Ce que j'ai fait. Donc je n'avais plus de voiture, j'avais un travail, mais à l'époque mon grand-père était directeur du personnel, maintenant on dirait des relations humaines. Plutôt un métier bizarre pour quelqu'un d'aussi intolérant. Donc, j'avais plus de voiture, j'avais plus de travail, j'avais plus de maison et j'étais à 30 km du Havre. Que faire? J'ai ramassé quelques affaires et puis je suis un peu froussarde, donc j'ai pas fait de stop. J'ai marché les 30 km et je suis allée chez des amis à qui j'ai demandé si je pouvais loger chez eux pendant quelques temps et qui m'ont hébergée pendant quelques mois. Voilà pour cette partie-là. Puis après, je me suis mis en couple avec mon amoureux, qu'il ne serait peut-être pas resté s'il n'y avait pas eu ce courage et puis cette épée de Damoclès, parce que
quand on vous dit c'est lui ou nous et qu'on est en début de relation, voilà, on se dit c'est forcément lui, quoi. Je suis en début de relation, je l'aime, quoi. Et je dis qu'il serait peut-être pas resté dans ma vie parce qu'effectivement, il n'est pas resté dans ma vie après. Donc, voilà, me voilà sortie d'affaire, me voilà sortie de cet engrenage malveillant, etc. Bon, plus tard, mon père me recontactera, s'excusera, je tomberai enceinte, on me dira comment tu vas appeler l'enfant. Si tu l'appelles par un nom arabe, on lui dira pas bonjour. Mais c'était vraiment que ça. Donc j'ai fini par recouper à nouveau. Et il y a 8 ans maintenant, j'ai repris contact avec mon père parce que ma demi-sœur m'avait alerté sur le fait qu'il était dans une situation très précaire. Donc j'ai été lui parler. Ça n'a pas duré très très longtemps, puisque de toute façon, il continuait à avoir le même discours, voire pire, parce que là je pense que vous allez soit rire, soit bondir de vos chaises. Un jour, il m'a parlé de la Shoah, et pour lui, la Shoah n'a jamais existé. La Shoah n'a jamais existé, c'était un complot, très complotiste. C'était un complot entre les Américains et les Européens pour favoriser le tourisme en Allemagne. Parce que les Américains, les Européens iraient voir le fameux endroit où on avait tué autant de Juifs. Voilà, c'était tout simplement une histoire de tourisme. Des millions de morts pour du tourisme. Et là, j'ai arrêté tout contact avec mon père. Mes derniers mots auront été pour lui, tu n'es qu'un salopard. Voilà. Je le regrette un petit peu parce que normalement, je dois le respect à mon père et que, voilà. Mais au fond de mon cœur et même de ma tête, j'arrive pas à vraiment regretter. C'est toujours difficile d'avoir nos parents avec qui on n'est pas forcément d'accord et de pas avoir au moins un instant où les idées peuvent changer. Parce que malgré tout, encore maintenant, c'est quelque chose qui est en moi. Malgré tout, c'était mon père. Et la jeunesse est censée porter l'avenir. Oui. On a toujours tendance à dire que les anciens, on les changera pas. Oui, mais là, on a toujours l'espoir d'essayer. Oui, on a toujours l'espoir d'essayer de les changer. Et malheureusement, effectivement, quand on a ces idées, je pense que c'est du lavage de cerveau. Arrivé à un moment, on n'est plus capable de réfléchir par soi-même. Quand on arrive à dire, c'est pareil, je lui ai dit, mais alors, je lui ai demandé d'où venaient les Juifs. Et finalement, il m'a répondu, les Juifs n'existent pas. Ils ne viennent pas de cette planète. Ce à quoi j'ai répondu, ce sont effectivement de petits bonhommes verts qui viennent nous envahir. Qu'est-ce que vous voulez répondre à ça ? Et donc, effectivement, là, j'ai coupé vraiment tous les ponts avec mon père. Il est décédé en 2018. J'accompagnerai ma mère, etc. Parce qu'elle est en EHPAD et ils étaient divorcés. J'accompagnerai ma mère, etc. à l'enterrement pour la soutenir. Mais en ce qui me concerne, et là encore, j'ai pas l'impression d'avoir de deuil à faire. J'ai pas l'impression d'avoir
J'ai pas de tristesse. J'ai pas... Non, quand on m'a dit que mon père était décédé, j'ai pas eu de réaction. J'ai pas eu d'émotion, en tout cas. Aux dernières élections européennes, donc le Rassemblement national, qui ne s'appelle donc plus Front National, a fait quand même presque 30%. À ton avis, pourquoi il y a autant de personnes aujourd'hui qui suivent ce mouvement ? Moi, je suis d'une époque où c'était Jean-Marie Le Pen qui était très... C'était presque un tribun quand il parlait, voilà. Et il avait une façon de dire les choses qui était tellement violente que, pour certaines personnes, ça devenait inaudible. Et je pense que quand sa fille a pris le relais, et c'est là où je me dis que Marine Le Pen est plus dangereuse que son père, c'est qu'elle a fait du discours de son père, parce que c'est exactement le même discours, elle en a fait un discours audible. Les gens peuvent entendre l'inentendable. Et le transmettre, le répéter. Et le répéter. Et là où avant, on n'avait pas cette... Tout à fait. On invisibilisait un peu le fait d'être antisémite, d'être raciste. On était entre nous. C'est ça. Là, il y a vraiment cet élan de... C'est tout à fait ça. Elle a vraiment, pour le coup, pour employer un terme journalistique, dédiabolisé, non pas le Front National, mais le Rassemblement National. Elle a aussi, je pense, changé les têtes. Un Jordan Bardella, c'est toujours mieux qu'un Ménard ou... voilà, c'est toujours mieux. Jordan Bardella, c'est un appel à la jeunesse. C'est un appel à la jeunesse. Monsieur fait des selfies, il est en jean, voilà. Monsieur fait de la muscu, visiblement. Il sort en chemise, et voilà. Et toutes les jeunes filles, en particulier de 15 à 20 ans, veulent à tout prix leur selfie avec Jordan Bardella. Alors que cet homme, je l'ai écouté encore hier soir sur TF1, n'est qu'un pantin de Marine Le Pen qui n'est qu'elle-même un pantin de son père. Parce que c'est toujours le même discours. Ils n'ont pas de programme. Ce sont des gens, la seule et unique chose qui les intéresse, c'est l'étranger. Ayez peur de l'étranger. L'étranger est nocif. Il n'y a que ça. Il n'y a pas de programme. Leur programme ne tient pas la route. Alors, comment les gens peuvent s'informer, les personnes qui justement sont remplies de ces discours, abreuvées de ces discours, comment les personnes peuvent sortir la tête hors de l'eau comme tu as pu le faire ? Alors, comment sortir la tête hors de l'eau ? Déjà, j'ai une réponse toute faite, c'est arrêter de regarder BFM Télé et CNews. Parce que, voilà, entre la chaîne sioniste et la chaîne islamophobe, c'est pas de l'information, c'est de la désinformation. Allez-y quand même de temps en temps. Moi, j'y vais quand même de temps en temps pour voir jusqu'où ils sont capables d'aller. C'est toujours intéressant d'entendre. Voilà, faut savoir à quel point les journalistes et les politiques peuvent être manipulateurs. Pour pouvoir avoir des billes pour répondre à ceux qui votent pour eux et qui les écoutent. C'est ça. Il y a des journaux aussi. Alors, moi, c'est vrai que j'achetais les journaux d'un peu tous les partis et je faisais ma petite sauce à moi, du coup. Et puis allez tout simplement, lisez les livres d'histoire, lisez les bonnes choses. Alors, je sais qu'à l'époque d'Internet, où il faut faire le buzz, mais lisez ou allez sur des sites qui
qui sont authentiques, oui, authentiques, qui vous disent la vérité, qui vous disent ce qui s'est passé. C'est pas audible d'entendre de la part de quelqu'un que la Shoah, c'est une invention. C'est pas audible. Donc, oui, allez sur ce que j'appelle les mauvais sites, allez voir ce qui s'y passe. Mais allez aussi sur les bons sites. Il y a beaucoup de sites. C'est d'ailleurs des petites associations, c'est des petites choses qui vous disent vraiment la vérité, qui parlent. Parler aussi avec... alors, je sais, là, maintenant, il n'y a plus beaucoup de survivants à la guerre, à la Seconde Guerre mondiale, mais ces gens-là, ils l'ont vécu, cette guerre. Et les sites de l'INA avec de l'archive. Exactement, voilà, exactement. On a ce devoir de mémoire. Et il faut absolument, absolument pas que cette histoire se reproduise. Parce que là, on est parti pour qu'elle se reproduise, cette histoire. Est-ce qu'une chose aussi importante, c'est pas aussi de descendre dans la rue, de sortir de chez soi et d'aller rencontrer les gens? Parce qu'on peut continuer à en avoir peur en restant dans nos quatre murs, mais si on fait pas le... Il faut descendre dans la rue, et même les gens qui vous répondent, comme ma voisine m'a répondu il y a quelques jours, que j'arriverai pas à la convaincre, il faut quand même lui expliquer que, voilà, à part le problème d'immigration, enfin, le problème d'immigration, c'est pas un problème, l'immigration en soi. Mais à part ça, le Front National n'a pas de programme. Que va devenir l'hôpital? Que va devenir l'école? Que va devenir l'armée? Que vont devenir les artistes? Que vont devenir les artistes? Ouais. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas de programme à part, désolé, foutre les étrangers dehors. Et maintenant, on parle même des binationaux. On commence à parler des binationaux. Et là, du coup, moi, j'ai peur pour mes enfants. Donc voilà, c'est pour ça aussi que je voulais témoigner. Je voulais vous raconter un petit peu cette... c'est pas un enfer, parce qu'à l'époque, je me rendais pas compte que je vivais des choses dramatiques. Mais que oui, voter Rassemblement National, c'est pourquoi pas avoir dans quelques années une troisième guerre mondiale. Et je rappelle quand même que Marine Le Pen est très proche de Vladimir Poutine. Donc, il y a de quoi faire peur. Et puis voilà, il ne faut pas avoir peur de l'étranger. Et l'étranger, il n'est pas différent de nous, c'est un être humain. Tout simplement. L'étranger, c'est juste la personne qu'on ne connaît pas. C'est ça. Et là, c'est plus... D'ailleurs, c'est même plus que l'étranger. C'est l'homophobie, c'est la transphobie, etc. Et en fin de compte, le Front National, il veut vous mettre dans des cases, dans une case, la leur. Et si vous ne voulez pas rentrer dans cette case, eh bien, ça ira mal pour vous. Malheureusement. En fait, tu as parlé de toi en tant que femme, et tu as parlé de ta maman à un moment donné. Comment les femmes, sachant que le Rassemblement national est profondément sexiste, ils votent des lois, ou justement il s'abstient de voter des lois progressistes pour les droits des femmes, que dire aux femmes qui votent pour le Rassemblement national? Comment les convaincre aussi que non, le Rassemblement national n'est pas avec elles? Ma mère était une femme qui aimait profondément son mari. Elle l'a épousé, et du coup, elle a épousé ses idées, ses opinions. C'est-à-dire que mon père lui disait « Tu votes Jean-Marie Le Pen », elle votait Jean-Marie Le Pen. Elle n'y comprenait rien
À l'époque, c'était... voilà, elle a arrêté l'école à 13 ans, voilà. Maintenant, aujourd'hui, les femmes d'aujourd'hui ont accès à l'instruction, chose qu'il n'y avait pas avant, et doivent comprendre que, mais dans le discours, j'écoutais encore Jordan Bardella hier sur le féminisme, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il a parlé à un moment c'était sur la sécurité dans notre pays. Il a parlé des jeunes femmes qui avaient peur de se faire agresser par justement les étrangers sous prétexte qu'elles avaient éventuellement des jupes courtes, etc. Enfin, il avait encore une idée bien particulière sur la chose. C'est plein de clichés au final, toujours, et que en fait, il a toujours été prouvé que les personnes qui violent les jeunes filles et tout ça, c'est toujours des personnes proches. Donc d'aller mettre des étiquettes sur les étrangers qui violent. C'est ça. Des pourcentages ce n'est que des clichés. Et aujourd'hui, s'ils ont un millième de programme de programmes féministes, c'est juste pour ramener des voix. Ils n'en pensent pas un mot. On dit souvent que, voilà, je suis musulmane, on dit souvent que l'islam réduit la femme à rien du tout, etc. Moi, j'ai vécu dans une famille catholique, intégriste, raciste, fasciste. Et pourtant, le rôle de la femme, ou plutôt, la femme est bien moins bien traitée par ces gens-là que dans l'islam. Vraiment. La femme, c'est rien pour eux. C'est fais ce que je te dis. Vraiment. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais dire à des jeunes qui vivent actuellement dans les mêmes sphères familiales que dans laquelle tu as grandi? Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Qu'est-ce qui pourrait les convaincre ou peut-être les aider? J'ai envie de leur dire que c'est pas le tout de croire systématiquement ce qu'on nous dit. Il faut aller chercher l'information. Il faut s'instruire. Et ça passe systématiquement par là. L'instruction. Qu'il faut, et j'espère que les jeunes vont l'avoir, qu'il faut développer un esprit critique. C'est très important d'avoir l'esprit critique. J'aime à croire qu'un ange s'est penché sur mon berceau en me disant que non, tu ne seras pas celle que ton père veut que tu sois. Je crois que j'ai le même. Et très sincèrement, ouais, l'esprit critique, ne pas se limiter à... Bien sûr que si on se limite, et qu'on a toujours vécu dedans, si on se limite à ce que dit Bardella à la télé, bien sûr qu'on va mettre un bulletin Rassemblement National. Mais aussi, on ne se limite pas à ça. Si on lit, on reçoit tous les programmes dans nos boîtes aux lettres. Si on prenait le temps de lire les programmes, peut-être qu'il y a d'autres gens qui proposent d'autres choses qui nous conviennent mieux. Tout simplement. Prenez le temps de les lire, ces programmes. Et puis, encore une fois, l'instruction. S'informer, encore et toujours. Allez voter. Et allez voter, oui. Et votez bien, comme je dis souvent. Il y a beaucoup de personnes qui s'abstiennent de voter. Est-ce que tu penses que là, actuellement, il est nécessaire de voter ? Alors, l'abstention, c'est le grand vainqueur des élections, hein, c'est l'abstentionnisme. Hein.
C'est pas le Rassemblement national qui a gagné là, les élections, hein. C'est l'abstentionniste. Oui, c'est important d'aller voter. Alors, j'entends souvent oui, mais voter pour qui? Personne, de ce qu'on nous propose, personne ne nous représente. Les politiques sont des menteurs. Et sinon, pour les petits partis à côté, ben non, j'ai lu le programme, ça m'intéresse pas, etc. Et dans ces cas-là, alors, je sais qu'à l'époque actuelle, le vote blanc ne compte pas. Mais allez-y quand même et votez blanc. S'il n'y a rien qui vous intéresse, votez blanc, mais votez quand même. Peut-être qu'un jour, le vote blanc aura une place. Moi, c'est ce que je souhaite en tout cas. Mais là, il faut vraiment voter. Et je crois qu'il ne faut pas oublier que derrière ces programmes, en fait, il y a quand même des hommes et des femmes qui sacrifient une partie de leur vie. Et que ça soit à l'échelle locale ou à l'échelle nationale. Et puis, voilà, toutes ces personnes qui s'impliquent, c'est une partie de leur vie qu'ils mettent de côté. Et on peut dire, je ne suis pas tout à fait pour, machin, mais votez peut-être pour le moins pire. En tout cas, essayez de prendre les choses en main. Parce que c'est pas en laissant les autres faire qu'on peut continuer à se plaindre. Tout à fait. Moi, je sais que mon père, ça a pris une place intégrante, exclusive même, dans sa vie. Et j'espère que c'est pas la même chose pour les autres. Enfin, pour connaître un peu, par exemple, Natalina, etc., c'est pas la même chose. Mais lui, vraiment, il ne vivait que pour ça. Il délaissait sa famille et voilà, Ouais, là, je suis sans mots. Parce que c'est quelque chose qui me touche. D'avoir l'impression de ne pas avoir eu de papa. Mais il y a les bons qui aussi se mobilisent et font des belles choses. Moi, je sais que je suis dans une circonscription où c'est Jean-Paul Lecoq qui sera député, qui est le député sortant et qui se représente. Et que je vais voter pour lui, bien sûr. Merci pour toute l'émotion et le témoignage que vous nous apportez. C'est très, très précieux. Merci beaucoup. Nous remercions chaleureusement Sommeilla de nous avoir accordé ce temps et ce témoignage rare comme précieux. C'était Claire Barbaret et Nausicaa Gloris pour Ouest Radio.